BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Alexandra Paget qui nous fera voyager dans le temps, dans l'histoire, et puis Benaouda Abdelhaim avec ses études venues du monde entier. Mais tout de suite, on démarre avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique. Alors messieurs, j'attends beaucoup de vous aujourd'hui sur cette thématique qui pose beaucoup de questions, qui est en gros la soutenabilité de la dette publique. Et vous avez choisi deux livres. On commence avec le choix de Christian, La soutenabilité des dettes publiques, un excellent numéro de la revue d'économie financière. Et puis on continuera avec Jean-Marc qui lui a choisi le livre de Bertrand Blancheton chez Duno, La dette publique, ses mécanismes, ses enjeux, ses controverses. Ce numéro de la revue d'économie financière, Christian. Ouais, encore un excellent numéro de la revue d'économie financière, j'ai envie de dire. C'est vraiment une très très bonne revue. Et là, on a une quinzaine de contributions. Franchement, que vous soyez un inquiet ou pas un inquiet de la dette publique, ça va dans tous les sens. Vous trouverez à manger et surtout vous trouverez à réfléchir sur les questions de dette publique. Ça s'ouvre avec une interview d'Olivier Blanchard qui tout de suite nous dit pour apprécier une dette publique, c'est pas tellement dette sur PIB, parce qu'on regarde tout le temps, c'est la charge de la dette qu'il faut regarder. Et donc bien sûr, l'évolution relative aujourd'hui et surtout pour demain du taux d'intérêt et du taux de croissance. C'est-à-dire compléter quelques articles plus loin par la contribution de Patrick Artus qui porte à peu près sur le même sujet. Et là, vous apercevez que vous pouvez penser, par exemple, comme Robert Gordon, qu'on est sur une stagnation séculaire, donc la croissance va rester très longtemps très faible. Et en même temps, pensez comme Patrick Artus que l'excès d'épargne mondiale qui fait tirer les taux d'intérêt vers le bas va disparaître. Donc vous allez avoir peu de croissance et beaucoup d'intérêt, surtout fuyer la dette publique. Ouais. Mais à l'inverse, vous pouvez être un techno-optimiste et penser que nous sommes au bord d'une révolution avec plein de croissance et que l'excès d'épargne mondiale va continuer, avoir très peu de taux d'intérêt et taux de croissance très fort. À ce moment-là, précipitez-vous sur la dette publique. Donc voilà, on a tous ces mécanismes de la dette qui sont là, qui nous permettent de réfléchir sur plusieurs contributions. Autre point d'entrée possible, l'approche historique. Alors, je sais que Jean-Marc aime bien aussi les approches historiques, donc j'ai bien aimé ce papier de François Vels sur la dette publique au 19e siècle. Quand Napoléon prend le pouvoir, en gros, la dette publique sur PIB, c'est 10%. Ouais. Alors, au moment de la guerre de 14, c'est 68% et c'est monté jusqu'à 113. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit deux choses importantes. La guerre 1870, qu'on a perdu quand même, et donc les réparations allemandes, 7 fois le budget de la France, donc évidemment, ça fait grimper la dette. Et puis, le fameux plan Freycinet d'infrastructures publiques, notamment dans le rail, qui va faire exploser la dette. Mais pour de bon, d'ailleurs, Bernard Blancheton, dans son livre, parle aussi du plan Freycinet comme le bon exemple historique du fait que de la dette publique finance de l'investissement public très utile. Et puis, bien évidemment, il y a plusieurs contributions, certaines très techniques et d'autres moins pour dire il faut quand même s'inquiéter, parce que c'est la soutenabilité de la dette publique, est-ce qu'elle est soutenable? Il faut quand même s'inquiéter de la dette publique française. Je laisse de côté les contributions techniques, je m'intéresse à celle de François Ekal, que les gens de BFM Business connaissent bien. Bien sûr. Et grand spécialiste des finances publiques, j'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, est-ce qu'on peut définir un niveau optimum de la dette publique française? Réponse, non, c'est trop difficile, on ne peut pas. Ok, si on ne peut pas définir un niveau optimum, est-ce qu'on peut définir un niveau autour de laquelle on devrait stabiliser la dette publique pour être sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes? Non, on ne peut pas non plus. Deux grosses questions et deux grosses réponses. Donc on pourrait dire, bon, pas de niveau optimum, pas de niveau auquel on peut dire il faut la stabiliser, ça s'arrête là. Et pourtant, François Ekal, ligne d'après, nous dit, mais il faut la stabiliser à notre niveau actuel. Ah bon? Pourquoi? On ne sait pas, parce que François Ekal a décidé qu'il fallait la stabiliser à ce niveau actuel. Un ressenti personnel qui fait qu'il se dit autour de 110, 115%, voilà, c'est à peu près, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ouais. La justification scientifique, on ne l'a pas, mais en tout cas... La peur de l'inconnu, peut-être. La peur de l'inconnu, et du coup, mais tout le reste se déroule, parce que si vous ne voulez pas plus de dette publique, il va falloir, et si vous ne voulez pas augmenter les impôts, il va falloir réduire les dépenses. Et comme dans les grosses dépenses et les dépenses de retraite, la fin du papier, c'est il faut baisser les dépenses de retraite. Donc vous voyez, tout se découle de là, mais même quand vous n'êtes pas d'accord avec les auteurs, ça vous permet de réfléchir. C'est ce qui fait la force de ce numéro. Oui, mais alors, on n'a pas vraiment de réponse, en fait. Est-ce que c'est grave, docteur, la dette publique ou pas? Alors, on n'a pas vraiment de réponse et on n'a pas vraiment de point de vue très original. C'est-à-dire que je suis d'accord avec Christian, l'article du tout début, qui est l'interview d'Olivier Blanchard, pose bien les problèmes avec la qualité pédagogique et l'intelligence économique qui caractérise Olivier Blanchard. Mais alors après, on a des articles qui sont...
On n'est pas surpris par ce qu'il y a dedans. Hein. C'est solide, c'est intéressant, c'est structuré, mais on n'apprend pas grand-chose. C'est vrai que celui de François Eccal est original, ne serait-ce que je me suis intéressé aussi à la bibliographie. C'est le seul qui ne cite pas 25 ou 50 de ses collègues. Il cite juste les rapports de la Cour des comptes. Il dit voilà, la dette, concrètement, le vécu quotidien de la dette, la réalité de la direction du budget, c'est ce qu'il y a dans les rapports de la Cour des comptes. Et donc, effectivement, il n'y a pas de vraie réponse. Le dossier a été mené avec l'OFCE, donc il y a une tendance un peu au FCE disant la dette c'est bien quand ça investit, mais on ne sait pas ce qui est le bon investissement. Et puis il y a toute cette partie historique que j'ai trouvée alors passionnante. Non seulement il y a celle sur le 19e siècle, il y a aussi celle sur la façon dont le Royaume-Uni a su, grâce à l'émergence d'une structure financière et notamment l'apparition de la Banque d'Angleterre et le fonctionnement de son système bancaire, a su utiliser à fond la dette publique, ce qui lui assurait un investissement particulier, c'était la guerre. Ce qui est bien expliqué, c'est que grâce à cette structure financière, elle a pu financer la guerre dans des conditions plus favorables que son ennemi traditionnel, qui était la France. Est-ce que votre idole Stéphanie Kelton est citée au moins une fois? Justement, ce que j'allais dire, ce qui manque, c'est des points de vue un peu originaux. J'aurais voulu qu'il y ait un article de Stéphanie Kelton, quelqu'un qui a un point de vue original, qui n'est pas... Vous m'accusez de faire de l'économie des années 70. Là, c'est vraiment quand même des économies des années 70. 1770. Alors moi, c'est 1770. Ah oui, moi j'assume, moi c'est 1770. Eux, c'est vraiment 1970. Et à la limite, alors je ne veux pas paraître paradoxal. Mais vous les trouvez un peu trop 20e siècle, quoi. Un peu trop convenu. Et alors je conclure en disant à la fin des fins, comme toujours dans cette revue qui est effectivement d'excellente qualité, il y a un petit article d'actualité, qui est un article sur Proust. Oui, excellent. Génial. Il faut lire dans la revue, quoi qu'il arrive, l'interview de Blanchard et l'article sur Proust. Et sur les placements financiers de Proust. Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant. La façon dont Proust s'est fait avoir, enfin, il a perdu beaucoup d'argent en bourse, comment il était extrêmement malhabile dans ses placements, donc passionnant. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après de votre choix, Jean-Marc Daniel, le livre de Olivier Blancheton? Non, Bertrand Blancheton. Donc Bertrand Blancheton, professeur à l'Université de Bordeaux, donc ça c'est déjà un point de vue positif qu'il va avoir. Et puis... Bon, passons. On passe. Allez. Alors, plus sérieusement, donc, il est dans une logique qui est une logique qui se veut beaucoup plus pédagogique. Là, il ne prend pas participe au débat, il exprime effectivement l'état des lieux du dossier sur la dette publique. C'est fait de façon alors très claire. Et au tout début, d'ailleurs, dans l'introduction, il dit bien, il ne faut pas se faire d'illusions, la dette, il y a quelqu'un qui paie. Donc, quand vous annulez de la dette, celui qui était le prêteur paie. Quand vous augmentez les impôts, le contribuable paie. Quand vous faites de l'inflation, tout le monde paie. Donc il y a toujours quelqu'un qui finit par payer. Donc la question qui va se poser, c'est qui, comment, pourquoi, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut éviter? Et il construit ensuite son raisonnement en exposant donc tous les données théoriques qu'on a, taux d'intérêt égal taux de croissance, il explique la règle, le solde primaire, il explique ce que c'est. Donc là aussi, c'est pas très original, c'est bien écrit. Et il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant et très original où il dit il y a une version complotiste de la dette. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, il revient sur tous les débats qu'il y a eu à un moment donné sur la réactivation autour de la loi de 1973 qui avait modifié le statut de la Banque de France et dont on avait dit qu'elle avait été faite à la demande des banquiers, Pompidou, de Rothschild, arrivant de chez Rothschild, Giscard étant mêlé à tout ça. Et donc, avec comme objectif, effectivement, de vider le trésor public au profit de la grande finance internationale. Donc, il montre tout ça très bien. Il manque un article de Stéphanie Kelton, là aussi. Décidément. Bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'inviter dans cette émission. Christian Chavagneux. Un livre en 3 couches. Une première couche ultra pédagogique, les termes, les statistiques de base, qui détient la dette publique France, etc. Donc une couche vraiment très très claire, très pédago. Et il nous dit une sorte d'objectivité générale. La dette publique, il ne faut pas aller trop loin parce que sinon ça vous pose des problèmes. En même temps, quand les libéraux vous disent qu'il ne faut pas de dette publique, c'est stupide parce qu'il en faut. L'effet d'éviction, si vous faites de la dette publique, tout l'argent qui va financer le public ne finance pas le privé, on n'arrive pas à le mettre en évidence. L'équivalence ricardienne, que Ricardo n'avait pas d'ailleurs soutenue, peu importe, disant que... Pas sous la forme actuelle. Pas sous la forme actuelle en tout cas. Si vous laissez la dette monter, les gens vont bien comprendre que demain ce sera des impôts, donc ils vont retirer autant de l'économie que vous mettez en mettant plus de dettes. La soutenabilité, la France, elle a fait progresser sa dette longtemps.
longtemps, et puis pourtant, il n'y a pas de problème. Donc, C'est effrayant. Il On nous ne dit, sait rien, en fait. il nous dit finalement, il n'en faut pas trop, mais dire qu'il n'en faut pas, ça va. Ça, c'est la deuxième couche. Non, c'est la première couche, très pédago. Deuxième couche, une dimension historique. Des années 70 à aujourd'hui, la dette publique française a augmenté. Comment est-ce qu'on l'explique? Différents mécanismes, le rôle des banques centrales là-dedans, oui, non. Tout ça resterait vraiment de bonne loi. Il manque juste, je trouve, le manque d'interrogation sur les baisses d'impôts. Si vous inquiétez de la dette, si vous inquiétez de la différence entre les dépenses et les recettes, quand vous avez plusieurs décennies de baisse des recettes, quel impact ça a sur la dette publique? Positif, négatif? Dommage, comme il s'intéresse beaucoup, il développe beaucoup de mécanismes économiques, j'aurais bien voulu qu'il nous développe ses idées là-dessus. Deuxième couche. Mais troisième couche, c'est le mode panique. C'est le mode panique. La dette publique française dans une situation gravissime. La gravité de la situation française. On ne comprend pas pourquoi, tout le reste étant pédago, explicatif, historique, tout d'un coup, c'est comme pour l'article de François Hécal tout à l'heure. On ne sait pas pourquoi il panique. Alors si, il nous dit, regardez, la dette publique française est plus élevée que dans les autres pays riches. Ouais, ok, et alors mon voisin il est 20 cm plus grand que moi et c'est que ça pose quoi comme problème? Il nous dit si, regardez, par exemple, ça veut dire que les étrangers vont détenir la dette publique, ils peuvent nous imposer. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, les étrangers sont en minorité. Oh oui, mais c'est la Banque centrale, donc ça, on ne va pas en tenir compte. Pourquoi on n'en tient pas compte? Ça fait un moment que c'est là, et puis ça va encore durer. Les banques centrales ne vont pas vendre la dette publique française demain matin. Donc non, c'est un élément structurel. Et il se trouve qu'aujourd'hui, structurellement, les étrangers ne sont pas majoritaires dans la détention de la dette publique française. Quand est-ce que les étrangers, les créanciers étrangers, nous ont imposé la dernière fois une politique publique? Jospin a fait les 35 heures sans problème. Emmanuel Macron fait le prélèvement forfaitaire unique qui baisse la fiscalité du capital sans aucun problème. Ce n'est pas les marchés financiers. Voilà. Donc c'est dommage qu'il y ait cette troisième couche, parce qu'avec les deux premières, ça aurait fait, comme dit Jean-Marc, un petit livre d'autoroute sur la dette publique française, sans surprise, mais on aurait pu accepter. Bon, on a beaucoup. Juste une remarque. Il faut qu'on arrête, Jean-Marc. Oui, très mais vite. par rapport une conclusion dans tout ça, un grand absent quand même, c'est l'or. C'est-à-dire que la référence ultime qui était dans la partie historique et qui était la nécessité pour les États quelque part de fournir de l'or à leurs créanciers a disparu, et ça, c'est jamais mis en avant. Donc, il manque vraiment un article de Stéphanie Kelton. Non, mais nous sommes dans un océan d'incertitude. Finalement, est-ce que si on dit, bon, la seule certitude qu'on a, c'est que quand on utilise de la dette pour financer de l'investissement, c'est à peu près de l'argent bien utilisé? Si l'investissement est rentable, ce que dit bien d'ailleurs Bertrand Blancheton, c'est-à-dire qu'il y a des investissements qui sont rentables, mais il y a des investissements qui sont faits à perte. C'est l'histoire des ronds-points. Est-ce que s'endetter pour faire des ronds-points, c'est utile? Merci, messieurs. On se retrouve tout de suite avec Alexandra Paget, notre bibliothécaire.